Et salut à tous, c'est Clément. On se retrouve en live ce soir pour le début d'un nouveau let's play. Alors vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez suivi les autres lives, que on s'approche tout doucement de la fin de Sekiro, et donc je me suis dit que c'était le moment de vous faire un petit live dans une ambiance totalement différente, puisqu'on va traiter d'un jeu qui est un jeu du cœur, comme on dit. C'est un jeu qui m'a profondément marqué. Je l'ai découvert après avoir regardé l'animé, l'animé, la première partie de l'animé en tout cas, et j'ai eu un coup de cœur phénoménal. Il s'agit bien évidemment, pour ceux qui me connaissent vous le savez, de Steins Gate 0. Alors Steins Gate, ça parle de quoi? C'est compliqué, et vous vous en doutez, si je parle de Steins Gate et de Steins Gate 0, c'est qu'il y en a deux. Et Steins Gate 0 est la suite du premier jeu. Alors la suite, pas exactement. Je vais y revenir. Donc avant de vous montrer quoi que ce soit, on va commencer par une petite présentation de l'univers. Pour ceux qui connaissent pas, et puis même pour ceux qui connaissent, un petit piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Et juste avant de vraiment commencer mon blabla, histoire de pas le faire pour rien, on va vérifier le test qualité du son. Vous avez l'habitude maintenant. Allez, on perd pas de temps, on fait ça vite fait. Gate 0. Ça y est, bon, le son est bien, c'est nickel. Alors, Steins Gate, de quoi ça parle, hein? On suit les aventures d'un jeune homme qui s'appelle Okabe Rintaro, qu'on connaît plus sous le nom de Oin Kyoma. Ce gars-là est fou. Voilà, l'histoire commence là-dessus. Ce gars-là est fou. Il se prend pour un scientifique, il vit tout seul dans un espèce de labo avec une fille un peu paumée qui, on l'apprend plus tard, est son amie d'enfance. Elle passe son temps à faire voilà, c'est insupportable, mais on adore. C'est un peu le paradoxe. Également avec lui, on a Daro, qui est un espèce de gros geek que Okabe appelle son super hacker. Puisque Daru, c'est un petit peu l'informaticien de la bande. Alors on va suivre ce petit trio-là, qui va rapidement être étoffé par d'autres personnes, mais voilà, on va en parler après. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, comme je vous l'ai dit, c'est un groupe de scientifiques, enfin de pseudo-scientifiques, qui veulent innover. Et l'innovation, c'est beau. On prend n'importe quoi, on le mixe avec n'importe quoi, et ça fait des super innovations. Et ben c'est ce que fait notre groupe. Ils font des inventions plus farfelues les unes que les autres, et des trucs débiles qui marchent même pas forcément. Mais c'est pas grave. Ils vivent la vie, ils s'éclatent, c'est ce qui compte. Sauf qu'un jour, ce qui devait arriver arriva, et ils ont réussi à fabriquer vraiment quelque chose d'incroyable. Alors qu'ils faisaient des tests sur l'inversion de la rotation du plateau d'un micro-ondes en mettant une banane dedans, ils ont remarqué quelque chose de très bizarre. La banane se comportait bizarrement, elle passait d'une banane jaune normale à une espèce de jelly banana tout vert, tout bizarre. Et là, ils se sont dit, on tient quelque chose. On tient quelque chose. Alors comme ils étaient complètement fous, bah, ils se sont tout de suite imaginé des trucs incroyables. Et bah ça va pas manquer. Ça va pas manquer, ils avaient effectivement découvert un truc de ouf. Mais bon. En parallèle de ça, Oin Kyoma assiste à une conférence d'une certaine jeune fille qui s'appelle Kuresu Makise. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un énorme fanboy de ce personnage-là, que je trouve absolument incroyable. Et donc, sur quoi porte la fameuse conférence? Qu'est-ce que je raconte, moi? Je dis que des bêtises, hein. La conférence n'est pas du tout la conférence de Makise Kuresu, c'est la conférence d'un professeur que Okabe accuse d'avoir
volé les travaux d'un certain John Titor. N'importe quoi, moi. Je suis désolé, c'est un peu confus, j'ai pas trop préparé. Bon, grosso modo, pitch de base. On a OKB, jeune scientifique un peu tarbé, qui va assister à une conférence sur les voyages dans le temps. Voilà, je l'avais pas dit, c'est la thématique principale de Steins Gate. Spoiler, pour ceux qui connaissent pas. Thématique principale de Steins Gate, voyage dans le temps, et donc l'histoire commence sur un OKB Rintaro un peu paumé, qui se retrouve à assister à une conférence d'un mec auquel il croit pas du tout. Qui l'accuse ouvertement de baratiner tout le monde. Alors, il croit en les théories, mais il croit pas en le personnage, puisqu'il l'accuse d'avoir volé les travaux d'un certain voyageur temporel, John Titor. D'ailleurs, petite anecdote, c'est une personne qui a réellement existé sur les forums Reddit au début des années 2000. C'est un personnage qui est vraiment venu sur le forum et qui a dit « Je suis un voyageur du futur, je viens de l'an 2040, etc. » La dictature, tout ça. Et Steins Gate est parti de ce postulat-là pour construire toute son intrigue. Donc à l'issue de cette conférence, Okabe Rintaro se fait méchamment bousculer. Et en sortant furieux de la conférence, il fait la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Makise Koresu et qui, on l'apprendra bien plus tard, est en fait la fille du professeur Nakabachi qui animait la conférence. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Okabe entend un grand bruit, tout ça. Il monte voir. Très bizarre, il découvre que sur le toit, il y a un espèce d'engin mystérieux qui s'est posé et il voit une personne en descendre. Il en saura pas plus parce que bon, c'est un peu le bordel, et en fait, en redescendant, il tombe sur... Enfin, d'abord, il entend un grand cri, il va voir ce qui se passe, et il tombe sur le cadavre de Makise Koresu qui s'est fait poignarder. Ça, c'est le pitch de base. Ensuite, Okabe envoie un message tout de suite à ses amis qui sont restés au laboratoire pour leur dire « J'ai rencontré une jeune fille, elle s'appelle Makise, elle s'est fait poignarder. » Au moment où il envoie le message, il ressent quelque chose de très bizarre. L'air autour de lui se trouble un peu, se grésille, et il se sent pas bien. Il se sent pas bien, et quand le malaise passe, il se retrouve là où il était avant, donc en pleine rue. Sauf qu'il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose qui semble avoir changé. Et en levant le nez, il comprend. Le bâtiment duquel il est sorti, où précédemment il a vu un engin se poser sur le toit, et ben cette fois-ci l'engin n'est plus posé sur le toit mais encastré dans le toit. C'est le début d'un truc un peu bizarre. En rentrant au laboratoire, il interroge ses amis sur qu'est-ce qui s'est passé? Merde, enfin pourquoi? Et à ce moment-là, ses amis sont un peu perplexes et dubitatifs en lui indiquant que bah la conférence où il est allé, elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu. Concrètement, elle a été annulée. Et bien heureusement d'ailleurs, puisque le satellite s'est écrasé là où elle aurait dû avoir lieu. Et donc là, Okabe est perdu, il comprend pas ce qui se passe, il a assisté à une conférence, mais c'est le seul à s'en souvenir. C'est bizarre. Clairement, c'est bizarre, et on commence à sentir qu'il y a un début de quelque chose. Ensuite, il part se balader, donc pour essayer un petit peu de mener l'enquête, comprendre ce qui s'est passé. Et en allant au salon des conférences, sur qui est-ce qu'il tombe? Évidemment, je vous le donne en mille, Makise Koresu, bien vivante, bien portante. Et là, c'est le doute. Il comprend pas. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Pourquoi, alors qu'il l'a vue poignardée au sol par terre, elle semble en bonne santé? Donc tout de suite, réflexe, il s'approche d'elle, il la voit, et il lui demande si c'est pas un zombie, si elle est pas morte ou machin. Alors évidemment, elle, ne le connaissant pas, le prend pour un gros taré de harceleur, et il l'envoie paître. C'est le premier vrai contact entre ces deux héros qui vont nouer une histoire d'amitié très sincère, très complète, très émouvante aussi, par rapport à certaines révélations, mais j'y viendrai ensuite. Et c'est le début de quelque chose. Okabe, un peu frustré de cette fête malmenée, rentre au laboratoire, il continue les expériences. Quelques jours plus tard, Makise anime une conférence, Okabe y va, et lui dit, pendant la conférence sur les machines à voyager dans le temps, toujours le même sujet, Okabe, très sûr de lui, dit que c'est possible, qu'on n'a pas de preuve du contraire, etc. Il se fait lamentablement défoncer par Makise verbalement, puisque Makise est une génie incroyable, parce qu'elle est seulement âgée de 16 ans, elle a été diplômée de 15 ou 16 ans, je sais plus, enfin c'est l'équivalent du bac en fait là-bas.
Donc tout de suite recruter un laboratoire pour faire des recherches. Mais ça, c'est un point qui va être développé plus dans ce jeu-là, du coup, mais je vais y revenir. Makise, elle prend un malin plaisir à lui défoncer la tronche. Okabe est très très énervé, encore une fois, il rentre. Mais il peut pas s'empêcher quand même de glisser à Makise que lui il a un laboratoire et qu'ils font des recherches et tout, ce qui va attirer un petit peu la curiosité de la jeune femme, qui aussitôt va essayer de les retrouver, de se joindre à leur bande pour voir ce que ça donne. Et 1 ou 2 jours plus tard, alors qu'il faut continuer à faire des expériences sur le téléphone à micro-ondes, Makise arrive. Et elle leur dit juste, je suis là pour voir comment vous travaillez, t'as parlé d'un laboratoire, ça m'intéresse. Scientifique dans l'âme, tout de suite, elle voit du potentiel en leur laboratoire. Bon, rapidement, elle va déchanter en voyant que c'est pas vraiment un laboratoire, mais dans l'idée, elle a quand même eu un intérêt pour ça à la base. Ils poussent les expériences et ils vont un peu plus loin. Cette fois, ils mettent des grappes de bananes. Enfin, par exemple, ils décrochent une banane d'une grappe qu'ils laissent sur la table. Ils mettent la banane dans le micro-ondes, ils l'envoient, et là, surprise, la banane réintègre à la grappe. Tout de suite, il y a plusieurs hypothèses qui sont élaborées, et la plus plausible est que la banane a voyagé dans le temps. Alors ça paraît complètement frappadingue, et Makise, en voyant ça, pète un câble en disant c'est pas possible, c'est n'importe quoi, on fabrique pas une machine à voyager dans le temps avec un micro-ondes et un téléphone, vous êtes stupide, c'est bête. C'est très bête. Donc elle est dans le déni, elle fuit, elle aime pas du tout cette situation, ça la rend très triste, parce que c'est quelqu'un qui déteste avoir tort. Et on verra pourquoi aussi plus tard elle est autant ancrée sur le fait d'avoir raison. Et donc là, choquée, déçue, elle s'en va, elle s'enfuit. On ne la revoit pas pendant un petit moment, ils continuent leurs expériences. Pendant ce temps-là, nous on découvre tout l'univers qui encadre Okabe. Donc Okabe, il est à la tête d'une organisation rebelle de résistance qui se bat contre une organisation de gouvernance mondiale qui tire les ficelles dans l'ombre. Enfin, vous voyez le trip totalement débile. Peut-être pas tant que ça, mais bon, encore une fois, je tease. Ils finissent par continuer leurs expériences, etc. Makise revient et décide de les aider pour leur prouver que ce n'est pas une machine à voyager dans le temps. Vous voyez, c'est un petit peu le raisonnement du... Il me semble que j'ai tort, donc je vais essayer de tout faire pour montrer que j'ai pas tort. C'est une mentalité, voilà, mais elle est comme ça. Elle est comme ça, elle passe son temps à se chamailler avec Okabe. Je vous passe ces détails-là, parce que c'est plus du fanservice, ça, mais... Grosso modo, dans l'histoire, voilà, ça avance comme ça. Au bout d'un moment, Okabe a une idée de génie. Il se dit... Bon, ça stagne un peu, on va essayer un truc. On va dire, voilà, John Titor l'avait dit, le CERN sont des méchants. Et bah écoute, Daru, tu vas me hacker le CERN. Et ni une ni deux, Daru s'y attelle. Il continue toujours les expériences sur les bananes, sur le microphone. Il commence à saisir un petit peu ce qui se passe. Notamment avec le fait qu'ils puissent envoyer des messages dans le passé. Il commence à le comprendre de plus en plus. Daru finit par hacker le CERN, et là, surprise générale, donc là dans l'anime on doit être à la fin de l'épisode 3 ou 4 je crois, il tombe sur des rapports secrets qui parlent de la création de trous noirs de Kerr pour être précis, qui permettrait de compresser infiniment de la matière pour l'envoyer dans des couloirs temporels. Quelqu'un de normal lit ça et il dit c'est un canular, c'est une blague, sauf que bon, on est sur des écrits du CERN, rapport top secret. Et en plus, c'est une équipe de scientifiques fous qui tombe là-dessus, donc il en faut pas plus. Ils prennent ça tout de suite au sérieux et ils commencent à lire les rapports. Ils sont vachement aidés par Makise qui parle anglais. Du coup, parce que les rapports du CERN sont en anglais, eux sont japonais. Et à la fin d'un des rapports, révélation choc, le rapport se conclut par l'humain est mort, échec. Et là ça fait mal. Là, ils réalisent qu'ils ont peut-être mis le pied dans quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils pensent. Et Okabe a un moment de doute. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que je continue? Est-ce que je m'arrête? Finalement, sa folie va l'emporter et il va décider qu'il doit essayer de libérer le monde de l'emprise du CERN.
Et donc, ils vont essayer de pousser le truc plus loin et d'essayer d'envoyer des messages dans le passé. Puisqu'ils ont l'impression qu'ils peuvent le faire, ils veulent maintenant essayer d'envoyer des messages plus consistants. Parce qu'en fait, avec la technologie qu'ils ont, ils ne peuvent pas envoyer beaucoup. Quelques caractères à peine. Alors qu'en utilisant le LHC du CERN, ils vont pouvoir compresser énormément leurs messages pour envoyer des choses plus grosses, plus grandes. Avec comme objectif premier d'essayer de modifier le passé. Alors si vous suivez toutes les histoires science-fiction et tout, vous devez déjà avoir en tête que c'est une idée qui paraît plutôt bancale. Et ben c'est pour une bonne raison, c'est qu'elle l'est, en fait. Et donc ils vont se lancer un nouvel objectif, ils vont pas seulement pirater la messagerie d'une personne du CERN, ils vont essayer de prendre l'accès au LHC, pour pouvoir injecter des données via un poste, par exemple un ordinateur qui est situé à peu près au bon endroit, pour injecter des données dans le LHC. Ils piratent, et là, ils finissent par y arriver. C'est formidable, ils ont hacké le CERN, ils ont un micro-ondes téléphone qui fonctionne vraiment de mieux en mieux. Ils commencent à vraiment comprendre comment ça marche, et avec l'aide du LHC, ils décident d'envoyer un premier message dans le passé qu'ils appelleront d'email. Alors j'ai plus l'explication exacte, mais voilà, ça signifie... C'est pas email, c'est des d'email, voilà, c'est avant l'email, c'est avant, c'est le passé. Et au moment où ils envoient le premier d'email, quelque chose d'étrange se produit. Okabe a sa vision qui se trouble, sensation de vertige, comme précédemment. Tout se trouble pendant une bonne trentaine de secondes, une minute, 2 minutes peut-être. Et quand il reprend conscience, il y a tous les autres qui le regardent en demandant: est-ce que ça va? Comment tu te sens? Enfin, t'es devenu tout pâle d'un coup. Et il leur pose une question, il leur dit: est-ce qu'on l'a fait? Et donc là, ils le regardent, ils sont tous penchés sur la machine et ils disent: non, pas encore, ou on l'a fait, mais il s'est rien produit. Sauf qu'Okabe sait que non. C'est qu'il s'est produit quelque chose, et à ce moment-là, il va commencer à soupçonner le fait que c'est déjà ce qui s'est produit précédemment. Même si c'est une idée qui va rapidement écarter, parce qu'il est tellement pris dans le truc qu'il vient de découvrir qu'il va laisser vraiment, ça lui reviendra dans la tronche bien plus tard. Et donc là, super, youhou, c'est la fête, on arrive à changer le passé. Donc on va traverser là une phase dans l'histoire où ils vont croiser des gens, ils vont devenir amis avec eux, et puis au bout d'un moment ils vont leur proposer d'envoyer des emails dans le passé pour changer des choses. Donc par exemple, on va avoir un personnage qui va vouloir devenir une femme, donc il va envoyer un certain message. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, ils vont réussir à le faire. On va avoir une autre personne un peu plus triste qui a perdu son père et qui va vouloir le retrouver, etc., etc. Vous voyez le délire, ils vont petit à petit changer le passé. Et dans l'anime comme dans le jeu d'ailleurs, ça va être vraiment très impressionnant, parce qu'en fait on va avoir vraiment la ville mutée en même temps qui change le passé. Typiquement le fait que l'un des personnages, Ferris, puisse ramener son père à la vie, ça va changer totalement la tête de Akihabara. Puisqu'on va passer d'un quartier des jeux, des casinos, des boutiques geeks et tout, à un quartier d'affaires, donc purement affaires. Donc commercial, les costards cravates, etc. Et à ce moment-là, Okabe va prendre conscience que modifier le passé, c'est pas sans effet, c'est pas sans conséquence. En plus, en parallèle de ça, ils se rendent compte que ils ont un plein accès aux capacités du CERN, et ils vont commencer à se demander si c'est pas le CERN qui les a attirés à eux. Puisque une organisation de l'ampleur du CERN, c'est un petit peu suspect quand même de réussir pour un groupe d'étudiants comme eux à pirater aussi facilement leur service et tout. Mais ça, ils n'ont pas pensé avant d'utiliser. Et ils ont utilisé leur technologie, ils ont envoyé au CERN plein d'infos malgré eux. Et au moment où on voit qu'Akihabara a complètement changé de visage, Okabe a un frisson. Vraiment une surf fan. Et pour la personne qui regarde l'anime, c'est impressionnant aussi, parce que ça transpire tellement d'émotions d'un coup dans cette scène, juste une scène, où en fait on le voit qui lève les yeux, qui regarde la ville et qui fait: j'ai fait ça avec un seul message. Jusqu'où ça va pouvoir aller? À quel point je suis capable de changer l'avenir, le monde, en envoyant un message dans le passé. Il va prendre une décision à ce moment-là, revenir en arrière.
annulé. Quoi que ça implique, il a conscience qu'il a peut-être franchi le point de non-retour et qu'il faut pas aller plus loin. Qu'il a clairement dépassé les limites de ce qu'il pouvait faire. Et que s'il va plus loin, il le regrettera amèrement. Puisqu'il le dit lui-même, il ne faut pas se prendre pour Dieu. Toute personne qui se prend pour Dieu sera châtiée et subira le châtiment divin. Ce soir-là, il se couche et il fait un terrible rêve dans lequel il rencontre ses amis, donc Mayuri et Kurisu, qui lui disent qu'elles se sont perdues dans les larmes du temps et qu'elles sont prisonnières et que ça fait une éternité qu'elles sont là. Elles se désagrègent en poussière et il ne reste plus que lui, seul au milieu d'un désert aride. Et à ce moment-là, il se dit « J'ai détruit le monde, j'ai brisé l'équilibre du monde et pour ça, je serai puni. » À ce moment-là, c'est une certitude pour lui. On joue pas avec le temps. On joue pas avec le temps, on joue pas avec la réalité, on joue pas avec le monde. Et il va faire part de ses doutes à Makise Kurisu, qui est très scientifique, très terre à terre. Il va lui raconter ce qui s'est passé. Et au début, elle va pas le prendre au sérieux, parce que de son point de vue à elle, en fait, l'expérience n'a jamais eu lieu. Puisqu'à chaque fois qu'il fait ça, il change totalement la face du monde. En modifiant le passé, du coup, il change tout ce qui en découle. Et au début, Makise va pas le prendre au sérieux, et il va se mettre à pleurer, il va lui raconter énormément de choses, énormément de détails, des choses même qu'elle-même lui a dit dans d'autres moments, quoi. Dans d'autres timelines, etc. Et à ce moment-là, elle va réaliser qu'il est vraiment sérieux. Et elle va vouloir l'aider. Et elle va vouloir essayer de l'aider à réparer ce qu'il a fait, à annuler. Et donc, elle va avoir une idée de génie. Puisqu'elle va avoir l'idée de fabriquer une machine qui permet, donc avec l'aide du LHC, la supercompression, tout ça, de digitaliser une mémoire, la mémoire d'un individu, et de l'envoyer sous forme de données compressées, puis de l'envoyer dans un message dans le passé. Tout le fonctionnement en fait repose sur le fait que les données passeront d'un appareil à un autre et seront directement renvoyées au cerveau quand le téléphone touchera l'oreille, par exemple. Donc c'est une idée qui est absolument géniale et qui utilise à bon escient toutes les technologies qui sont à leur disposition. Ce faisant, Makise va entreprendre de fabriquer cette machine et petit à petit on va s'approcher d'une date charnière du jeu. Alors, je ne l'ai pas, mais je sais que ça coïncide avec une fête, au moment de Noël je crois. Qui vont faire. Et donc la machine va être fabriquée et le soir, on va dire la machine va être finie l'après-midi. Le soir, ils ont une fête. Et en fait, pendant cette fête-là, il y a un groupe d'individus armés jusqu'aux dents qui pénètrent dans l'appartement où ils sont, qui leur sortent de laboratoire. Et ce groupe-là est très clair, leur motivation est très claire. Ils s'appellent les Rounders, ils travaillent pour le CERN. Et ils veulent, vivants, Okabe Ashida Itaru et Makise Kurisu. Les trois. Tous les autres ne sont pas nécessaires. Donc, on va avoir Shinamaru Mayuri qui va prendre une balle dans la tête devant Okabe par un personnage qu'on aura vu précédemment, qui aura rejoint le groupe, qui aura vécu avec eux, qui s'appelle Moeka. Je rentre pas dans les détails, je vais pas vous refaire non plus tout le jeu parce que soit je le ferai en let's play plus tard, enfin c'est juste, on va dire, une remise en mémoire pour ceux qui auraient oublié les détails. Et donc là on rentre vraiment dans la deuxième phase de Steins Gate, puisqu'en fait tout ce qu'on va avoir construit, toutes les modifications qui vont être faites vont devoir être annulées progressivement pour revenir dans une ligne où Mayuri ne meurt pas. Puisqu'en fait, si vous voulez, dans Steins Gate, la temporalité elle est assez précise, c'est expliqué précédemment, mais bon, je n'avais pas de raison de vous l'expliquer avant, je vous l'explique maintenant. Il faut avoir l'image des cordes, en fait, des cordes parallèles. Et des petites bouts de cordes, des petits bouts de cordelin. Donc en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il y aura des grandes lignes temporelles sur lesquelles il y a des millions de lignes qui gravitent, des petites lignes qui gravitent. Et toutes ces petites lignes-là, comme elles sont sur la même grande corde, elles ont ce qu'on appelle des points de convergence. C'est-à-dire que factuellement, il va y avoir des événements qui vont être différents, des choses qui vont pas se produire. Par exemple, une personne va se lever, au lieu de poser le pied gauche par terre, elle va poser le pied droit, ou il y en a une autre, au lieu de tomber, elle va juste se ripper sur quelque chose. Enfin, c'est des micro-divergences, c'est des petites divergences qu'on va pouvoir, ils vont pouvoir d'ailleurs le calculer avec un appareil qui sera fabriqué bien plus tard, des années après. Et toutes ces petites lignes-là partagent ce qu'on appelle des points de convergence, donc c'est des événements majeurs, des événements clés qui se produisent quelle que soit la temporalité.
Et dans le cas présent, dans Steins Gate, le point de convergence majeur, celui qui pose vraiment problème, ça va être la mort de Mayuri. Puisqu'il va y avoir une date fatidique dans laquelle Mayuri mourra systématiquement. Quoi que Okabe essaye de faire, elle mourra systématiquement. Et donc à ce moment-là, il prend conscience qu'effectivement, il a fait le con. Il est allé beaucoup trop loin. Il a joué à se prendre pour Dieu. Et il a perdu. Il a perdu. Et on va assister véritablement à une... J'ai pas pensé à vous, je suis désolé, je baisse enfin le son. Pour ceux que ça gênait, je suis vraiment désolé. On va assister à une véritable destruction du personnage, on peut même aller jusque là, puisqu'on avait vu jusque là un personnage complètement fou, qui est joueur, qui est rigolard, qui passe son temps à détendre ses amis et tout. Et là on va assister à un personnage qui est brisé, qui est détruit, qui va voir la mort à de très nombreuses reprises, jusqu'à quasiment devenir un observateur extérieur. Puisqu'à un moment il sera tellement brisé qu'il en sera rendu à compter les secondes et les minutes avant la mort de Mayuri, en utilisant du coup systématiquement l'invention de Kurisu pour revenir dans le passé. Donc il va vivre les 2 mêmes jours en boucle, 2 ou 3, je sais plus, je crois que c'est 72 heures, donc 3 jours du coup, à vivre les mêmes dernières heures en boucle, jusqu'à finalement décider d'en parler à Kurisu, qui voit elle, Okabe, changer. Parce qu'en fait, de son point de vue à elle, bah, tout allait bien, et puis d'un coup, il est devenu dépressif, et ça va vraiment lui faire se poser des questions. Et donc, il va lui cracher le morceau, et elle va lui dire quelque chose. Écoute, 3 jours, c'est trop court pour faire ce qu'on a à faire. Mais tu as la capacité de remonter dans le temps et de te souvenir de ce que tu fais. Donc, tu vas m'aider, on va apprendre par cœur ce qui se passe, tu vas mémoriser tout, absolument tout. Et tu m'aideras systématiquement à accélérer la fin de la fabrication de la machine pour gratter le plus de temps possible. Et à chaque fois tu reviendras et tu me diras ça. Et si tu me dis ça, je saurai que tu viens du futur, que tu ne me mens pas. Je te prendrai au sérieux tout de suite et on pourra se mettre au travail pour sauver Mayuri. Et donc petit à petit dans la seconde partie, donc si vous regardez l'animé, ça va être à partir de l'épisode... Spoiler, je laisse un peu de temps quand même, peut-être pour ceux qui veulent pas entendre. À partir de l'épisode 12, en fait, l'attaque du CERN, jusqu'à l'épisode 19, on va avoir une déconstruction de tout ce qui s'est fait, donc il va annuler les 10 mails les uns après les autres. Ce qui va donner d'ailleurs au passage l'opportunité de développer certains personnages qui ont été assez peu développés. Et ça va être très intéressant à suivre, puisqu'en fait, la première partie que certains trouvent chiante, elle va prendre tout son sens là, puisqu'en fait on a posé le temps d'installer une relation, et puis pour les détruire au final à la hache derrière. Donc voilà, où est-ce que j'en suis moi du coup? On va arriver à l'annulation, et à un moment ils vont être à la fin. Okabe va être soulagé, il va se dire il me reste un d'email à annuler. Le premier d'email par lequel tout a commencé. Celui qui, on va l'apprendre, a été en fait capté par le CERN. Et le CERN ayant capté ça a tout de suite mis le grappin sur eux, c'est pour ça qu'ils ont eu accès aussi facilement à leur matériel aussi, le CERN les a aidés. Pour mieux leur voler le travail après derrière. Et donc, ça va nous amener au fait qu'en fait, le tout premier d'email qui a été envoyé, je vous l'ai dit au tout début, c'était celui qui indiquait que Makise Kurisu s'était fait poignarder. Et donc, quelque part, c'est le premier d'email qui lui a sauvé la vie. Et donc, fin d'épisode, spoiler, pour ceux qui veulent pas savoir, même si là j'en ai déjà dit beaucoup, donc si vous êtes rendu là, c'est que vous voulez savoir. Spoiler, fin d'épisode 19, on apprend que le dernier d'email à annuler, c'est celui qui a sauvé la vie de Makise Kurisu. Et là va se jouer un terrible dilemme pour Okabe qui mettra du coup 3 épisodes à trancher. Est-ce qu'il faut sauver Kurisu dont il a des sentiments, pour laquelle il a des sentiments, ou est-ce qu'il faut sauver Mayuri? Et donc pendant ces 3 épisodes là, on va revivre le passé des différents personnages, les histoires vont avancer, on va savoir l'identité du père de Makise, on va comprendre ce qui s'est vraiment passé. On va avoir un tendre baiser échangé entre les deux, pour vraiment montrer qu'il y a un amour qui s'est développé. Alors j'ai pas pu vous raconter toutes les anecdotes, mais il y a des histoires. Makise, elle va sur 4chan, elle veut pas qu'il le sache, lui il la grille, donc il la taquine avec ça, mais elle le prend mal, mais pas trop non plus. Elle lui dit qu'elle aimerait bien avoir une fourchette pour manger, et du coup dès qu'il peut, il lui rabâche, il l'embête, et puis au final il lui en offre une, je crois. Enfin c'est mignon, c'est une petite histoire d'amour qui se développe. C'est vraiment très bien.
Et donc ça nous amène au fait que finalement, on va avoir un personnage qui... j'en ai pas trop parlé non plus, qui s'appelle Suzuha Amane, alias John Titor. Et donc c'est la personne que Okabe a vue sur le toit, de là où il y avait des conférences au tout début, se poser dans la machine qui se révèle en fait être une machine temporelle. Et donc ce personnage-là va apprendre à Okabe que dans le futur, il y a une résistance militaire qui s'organise pour lutter contre les actions du CERN, puisque le CERN est effectivement vraiment une menace mondiale, et que dans le futur, donc 35 ans plus tard, par rapport à là où se passe, à un moment où se passe le jeu, le CERN domine le monde. Et donc Suzuha va expliquer qu'elle vient, elle, du futur, qu'elle est là pour sauver Makise Kuresu, et que c'est le seul moyen d'atteindre ce qu'on appelle le Steins Gate. Alors j'en ai pas du tout parlé jusque là, mais le Steins Gate c'est quelque chose qui est très souvent mentionné, pour des raisons qu'on sait pas en fait. On va dire c'est un truc débile dans la tête d'Okabe pendant tout le jeu, et à un moment au final ça prend sens. Ça prend sens puisque on apprend qu'Okabe mène une rébellion dans le futur, et que le fameux Steins Gate en question, c'est la ligne d'univers dans laquelle tout le monde est sauvé, le monde est heureux, le monde est libre. Et donc, Suzuha Amane, John Titor, le voyageur temporel, appelez-la comme vous voulez, va révéler que Okabe doit venir dans le passé avec elle pour essayer de sauver Makise Kuresu. Donc terrible moment, puisqu'en fait il va revivre la mort de Makise en réalisant que c'est lui-même qui l'a tué, qui l'a poignardé, sans faire exprès. Puisqu'il se battait avec quelqu'un et elle s'est interposée. Et donc là, c'est un échec. Okabe revient, il est détruit, il est démoralisé, il a tué la femme qu'il aime. Et à ce moment-là, Suzuha lui dit, n'abandonne pas, on a suffisamment de carburant, on a une deuxième chance. Il va remonter, il va refaire la même chose, et il va être sur le point d'abandonner. Il va se dire, merde, j'y arriverai pas. C'est pas possible, j'y arriverai pas. Et évidemment, nouveau retournement de situation, encore une fois, il y en a beaucoup. Il va recevoir un message de lui dans le futur, qui va lui indiquer un plan à suivre, un plan infaillible, pour sauver Makise. Et donc il va mettre ce plan là en place et il va la sauver. Alors là, si vous êtes voilà, si vous avez bien suivi tout ce que je vous ai dit, vous allez vous dire mais attends Clément, mais c'est beaucoup trop facile. Enfin, alors attends, si on reprend, t'es en train de nous dire que du coup il était amoureux d'elle, qu'on a eu tout un développement sur le fait que le passé est inéluctable, qu'on ne peut pas le changer, qu'il faut accepter les événements, et là t'es en train de me dire que tout à la fin, on nous fait monter vraiment la tension dramatique en disant il a décidé de sacrifier Makise pour sauver sa meilleure amie d'enfance et tout. Et là, tu nous dis comme ça qu'il y a un Deus Ex qui fait que bon, il s'envoie un message à lui-même et il arrive à la sauver. Alors oui, effectivement, en termes de scénario, ça peut être quelque chose d'assez décevant. Moi, je sais qu'à l'époque, ça m'avait surpris. La bonne fin, évidemment, m'a fait tout à fait plaisir. Hein. Je suis un gros fanboy, voilà. Mais si on se pose un petit peu et qu'on réfléchit, effectivement, ça semble trop facile. C'est pourquoi ils ont décidé de faire un jeu qui se passe entre le moment où il décide effectivement d'abandonner après la deuxième tentative et le moment où il reçoit effectivement le message. Et ce jeu, je vous le donne en mille, c'est Steins Gate 0. Le pitch de base de Steins Gate 0, c'est Okabe Rintaro n'a pas pu sauver Makise. Voilà, vous voyez déjà, ça plante le décor. Il a pas pu la sauver. Il a échoué. Il a raté. Il est misérable. Il est nul. Il a raté. Il a échoué. Il a baissé les bras. Il a abandonné. Il a décidé de ne pas retourner. Pour essayer de la sauver. Et donc, tout l'enjeu du jeu, ça va être de voir qu'est-ce qui se passe dans un monde sans Makise. Comment vit Okabe dans un monde sans Makise. Un monde où il a décidé de son propre chef de l'abandonner, de la laisser pour morte, de ne pas retourner la sauver, de ne pas revivre ce qu'il a vécu avec Mayuri. Et donc,
on va explorer dans ce jeu ce qu'on appelle la ligne bêta. La ligne bêta, c'est quoi? C'est cette ligne-là qui va nous permettre d'aboutir au fameux message dont je vous ai parlé, mais qui nécessitera qu'un OKB, donc un OKB d'une certaine timeline, se sacrifie. Passe sa vie à concocter un plan pour ramener Makise à la vie, pour la sauver. Et c'est par le sacrifice de cet OKB-là qu'en fait la boucle pourra se perpétuer. On en parlera bien plus tard dans le jeu, mais c'est en quelque sorte un cycle. C'est-à-dire qu'on a le premier OKB qui entend un cri bizarre, qui découvre Makise morte, qui va malgré lui envoyer un message et déclencher tous les événements qu'on voit dans Steins Gate. On va avoir le OKB qui à la fin de Steins Gate va essayer de la sauver et va échouer. Et donc on va avoir l'autre OKB, celui qui sera revenu dans le temps, après avoir perdu toute sa vie à essayer de la sauver, pour finalement avoir un plan. Donc en fait, on va avoir, si vous voulez, 3 OKB qui vont sur des lignes parallèles évoluer dans un cycle, on va dire, sans fin en soi. Évidemment, le jeu ne va pas juste se contenter d'explorer ça, puisque vous vous en doutez, Makise est morte, mais les machines, elles, existent bien, elles n'ont pas été totalement détruites. Il en reste des traces, et donc ça va attirer l'intérêt de certaines personnes, je ne dirais pas. Également, c'est un jeu qui va être, et c'est pour ça qu'il m'a énormément plu, c'est un jeu qui va être centré sur les nouvelles technologies. On verra dès tout à l'heure, mais c'est un jeu qui va être fortement centré là-dessus, et donc on aura des thèmes très intéressants. Très très intéressants, qui sont très différents du premier jeu, parce que le premier jeu s'attardait vraiment sur la dimension voyage temporel, et là ce sera beaucoup moins présent. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Je pense que c'était le plus complet que je pouvais faire en termes de résumé. Je suis un gros fan de cet univers, et j'espère que je vais réussir à vous communiquer ma passion à travers ce petit let's play. Alors, on a fait un petit point sur l'histoire, donc je vais vous dire comment je compte faire. Je vais essayer dans la mesure du possible de faire 2 à 3 lives par semaine, entre 1 et 2 heures, je pense, ça devrait être atteint. Et donc, vous l'avez vu, c'est un jeu qui est en anglais, déjà pour commencer. Et deuxièmement, c'est un jeu qui est narratif, c'est-à-dire qu'on va avoir très peu de choix, on va avoir très peu d'action. Donc moi, ce que je vous propose de vous fournir comme expérience, c'est je vais vous faire la traduction du mieux que je peux de ce qui se passe, des dialogues avec certains commentaires que je vais pouvoir apporter. Je vais pouvoir vous apporter des précisions, parce que moi ce jeu là je l'ai fait plusieurs fois. Alors est-ce que je peux vous montrer ça sans spoiler?